Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, tu as regardé l'actualité internationale, c'est un carnage là-bas du côté du Moyen-Orient. Oui, surtout que les chiffres ne font que sortir. Il faut savoir que samedi, évidemment, l'attaque a eu lieu samedi matin, heure locale. Il semblerait qu'il y a les estimations pourraient aller à plus de 1000 morts côté israélien et bien plus de blessés. On est pour le moment à peu près à 1235 blessés, mais on sait que ça pourrait aller beaucoup plus loin en termes de morts, puisque on n'a pas encore, même si Israël a dit, les autorités, l'armée israélienne dit avoir repris la main sur l'ensemble des localités par lesquelles les attaques ont lieu, les attaques coordonnées du Hamas et du djihad islamique. Mais jusqu'à hier soir, les autorités disaient néanmoins qu'il y avait encore des combattants du Hamas et du djihad islamiste qui étaient présents sur le territoire israélien. Donc, ils étaient en train de les traquer pour essayer de les mettre hors d'état de nuire. Et puis, il faut savoir que sur le millier, à peu près de milliers de blessés, certaines informations que j'ai pu avoir disent que il y a à peu près 200 ou 300 blessés qui sont en urgence absolue, c'est-à-dire dont le pronostic vital est engagé. Et donc ça, évidemment, ça laisse entreprendre que le nombre de victimes côté israélien pourrait augmenter au fil des jours. Mais du côté des Palestiniens, ce ne sera pas meilleur aussi. Il faut savoir que la riposte israélienne ne s'est pas fait attendre depuis dimanche avant-hier, pardon. Il y a eu un pilonnage de la bande de Gaza. Israël dit attaquer des cibles militaires, c'est-à-dire le siège du Hamas, des immeubles ou des infrastructures où le Hamas est censé avoir des bureaux ou des lieux où sont censés être logés des responsables du Hamas. Mais malheureusement, dans ce genre de cas, ce sont les victimes qui sont les premières victimes. Il faut savoir que rien que dans la journée de dimanche, il y a plus de 460 Palestiniens qui ont été tués du fait de ces bombardements-là. C'est ce qu'on appelle des victimes collatérales, malheureusement. Non, les innocents, en fait. Des innocents, et le nombre encore ne va cesser de s'alourdir. Moi, j'ai vu des vidéos sur Instagram, sur Telegram, où véritablement, les choses ne sont pas meilleures aussi du côté israélien. Les civils sont touchés. On a même des vidéos, des images d'une ambulance qui transportait les blessés palestiniens qui a été touchée par une roquette israélienne. Et donc tout ça laisse présager le pire. Ça veut donc dire que la guerre sera maintenant, est-ce qu'elle sera longue? Je ne sais pas, mais ce que l'on craint maintenant, c'est un peu une deuxième phase. Pour le moment, il y a un pilonnage par l'artillerie et par l'aviation de ce que Israël considère comme étant des postes militaires ou comme je l'ai dit, des sites militaires du Hamas. Et puis derrière, est-ce qu'il y aura comme en 2012 ou 2013, c'est-à-dire des attaques au sol, c'est-à-dire on va envoyer des troupes au sol maintenant pour aller débusquer les derniers combattants du Hamas? Rien n'en est moins sûr. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, il faudra tenir compte d'une donnée et pas des moindres, c'est les otages. Il faut savoir que le Hamas et le djihad islamique revendiquent avoir pris à peu près 165 otages, une centaine du côté du Hamas et 65 du côté du djihad islamique. Maintenant, est-ce que les Israéliens seront prêts à sacrifier leurs compatriotes pris en otage par le Hamas, au risque après que cela puisse se retourner contre de la part de l'opinion publique israélienne? Ça, évidemment, ce sera la grande interrogation. Pour le moment, lorsque l'on écoute les militaires israéliens, ils font savoir que pour l'instant, ils sont en état de guerre. Et donc, la question de savoir si oui ou non il faille préserver la vie des otages ou prendre des mesures pour éviter au maximum qu'il y ait des otages tués ne se pose pas. Pour l'instant, c'est de garantir un peu, de remettre la sécurité sur Israël, donc de repousser au maximum les combattants du Hamas, et puis aussi essayer de détruire un maximum d'infrastructures, de détruire un maximum de matériel, de mettre hors d'état de nuire un maximum de combattants palestiniens. Ça, évidemment, c'est l'objectif. Maintenant, derrière, est-ce que cela va être atteint?
Pour ma part, lorsque j'écoute aussi certains autres spécialistes, notamment ceux qui ont une expertise en matière de questions militaires, ils expliquent que le Hamas, apparemment, se serait bien préparé, notamment à cette riposte israélienne. Ils savaient qu'en lançant cette attaque coordonnée, il y aurait une riposte israélienne. Et la riposte israélienne, en général, est toujours la même. C'est du pilonnage par l'aviation et l'artillerie. Et donc, on a vu des images diffusées par le Hamas qui montraient un peu comment ils avaient préparé leurs infrastructures. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont créé un certain nombre de souterrains qui vont profondément dans le sol, jusqu'à une dizaine de mètres. Et donc, ils estiment que, selon ces experts-là, ils estiment que les bombardements actuels, en réalité, ne vont pas énormément toucher les combattants du Hamas qui se sont suffisamment préparés et qui donc sont certainement, pour la plupart, à l'abri dans les souterrains qu'ils ont causés. À l'abri, y compris leur stock d'armes et de munitions. Donc, c'est beaucoup plus... En réalité, selon ces experts-là, une volonté affichée de la part d'Israël de communiquer, parce qu'il faut communiquer, il faut riposter après l'attaque d'une violence sans précédent qu'il a subie. Israël est obligé de répliquer. Et donc, le Hamas aurait, semble-t-il, anticipé cette réponse militaire-là en, disons, comme je l'ai dit, creusant plus, en construisant des abris souterrains et donc en se mettant totalement hors de portée des missiles et donc des armes israéliennes. Donc ce qui est clair, c'est que ce seront malheureusement les civils qui vont faire les frais. Et c'est la raison pour laquelle Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui, même s'il a condamné fermement l'attaque du Hamas et du djihad islamique, a quand même demandé à Israël, même s'il reconnaît qu'Israël a le droit légitime de répondre à cette attaque, mais il a quand même demandé à ce que Israël adapte sa réponse militaire aux dispositions du droit international. Ce n'est pas parce qu'Israël doit se défendre qu'elle doit mener des attaques en dehors du droit international, c'est-à-dire permettre à ce qu'il y ait des corridors humanitaires pour permettre à ce que des blessés et des vivres soient acheminés, notamment aux populations civiles de Gaza. Ça, évidemment, on en est loin puisque le ministère de la Défense d'Israël a demandé à ce que la bande de Gaza soit mise sous un blocus total, c'est-à-dire que plus rien n'entre, plus rien ne sort, plus de livraison d'eau ni d'électricité. Et donc ça, évidemment, ça laisse présager le pire puisque ce seront une fois de plus encore les populations civiles qui risquent de payer le plus grand sacrifice de cette situation-là. Et pire encore, c'est qu'aujourd'hui, même si on assiste à une véritable levée de bouclier de la part des Occidentaux qui, évidemment, ont qualifié ces attaques de terroristes, et donc qui soutiennent Israël. Mais de l'autre côté, on a aussi des soutiens de la part de Palestiniens. On le voit au Yémen. Les rebelles houthis ont dit qu'ils sont disposés à aider les Palestiniens. Le Hezbollah a fait savoir que, évidemment, eux aussi se tenaient prêts à soutenir les Palestiniens. Ils sont même en train de préparer, si tu veux, de préparer une éventuelle intervention américaine parce qu'il se dit que les États-Unis pourraient intervenir directement dans le conflit. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui horrifie absolument un certain nombre de pays arabes. Il faut aussi savoir que l'Iran a bien entendu soutient le Hamas. D'autres pays africains, notamment d'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie, semble-t-il, ont aussi apporté leur soutien au peuple palestinien. Donc, ce qui fait que dans ce contexte-là, évidemment, le conflit va attisser les tensions, et d'autant plus que l'objectif apparemment du Hamas, qui était de tuer en fait les accords d'Abraham, c'est-à-dire d'éloigner au maximum les pays arabes d'un rapprochement avec Israël, parce qu'il semblerait que avant le lancement de cette attaque, Israël et l'Arabie Saoudite avait entamé des discussions sur une probable rapprochement, notamment sur le plan diplomatique. Restait à savoir la question du statut des lieux saints, notamment la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et la place des mosquées. Donc tout ça, évidemment, faisait l'objet de discussions entre Saoudiens et Israéliens. Maintenant, évidemment, ce qui est clair, c'est que tout ça va tomber à l'eau parce que plus la réponse israélienne sera forte
et violente, plus cela va horrifier les opinions publiques arabes. Et donc ça va tétaniser en quelque sorte les États arabes qui vont soit suspendre leur coopération avec Israël, risqueraient de suspendre leur coopération avec Israël, soit renverraient même ce rapprochement probable aux calendes grecques. Donc c'est un peu dans cette situation que l'on se trouve. Et encore aux États-Unis, la situation est encore vécue avec plus de drame. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui doit avoir lieu l'élection du speaker, le remplaçant de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants qui a été déchu de ses fonctions le 3 octobre dernier. Il faut savoir qu'avec sa destitution, c'est tout le système législatif et politique américain qui est bloqué. Notamment, par exemple, si Kevin McCarthy aurait été maintenu en poste, les États-Unis auraient pu voter rapidement une aide en urgence, que ce soit une aide en armes et munitions et aussi une aide financière pour aider à Israël à faire face à cette situation. Malheureusement, en l'absence d'un président de la Chambre des représentants, le vote ne peut pas avoir lieu pour un déblocage de cette aide-là. Et par conséquent, donc, les États-Unis sont donc dans l'incapacité de pouvoir venir en aide à leur allié. Donc ça, évidemment, c'est une situation qui est très, très mal vécue par les hommes politiques. Certains de la droite même républicaine estiment que les partisans de Donald Trump ont sapé, si tu veux, cette alliance entre les États-Unis et Israël en favorisant l'exclusion de Kevin McCarthy. Et donc aujourd'hui, devra avoir lieu cette élection entre deux challengers, à savoir Jim Jordan, qui est le candidat adoubé par Donald Trump. C'est l'actuel président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. C'est notamment lui qui dirige la commission d'enquête contre Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui est accusé de blanchiment d'argent. Et puis il y a Steve Scalise, qui est aussi une autre personnalité de droite, mais lui, il est considéré comme étant un personnage politique assez modéré, et lui aussi qui est un trumpiste, malheureusement, qui n'a pas eu l'accord, qui n'a pas eu le soutien de Donald Trump. Donc c'est entre ces deux personnalités-là que le vote va se faire, mais rien ne dit que aujourd'hui aussi le speaker sera élu, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est au 15e tour que Kevin McCarthy avait été élu le 3 janvier dernier. Et donc aujourd'hui, rien ne dit que cette élection va se faire rapidement. Il va falloir à la fois que le Parti républicain essaie de trouver un consensus entre les extrêmes du parti, notamment incarnés par les Trumpistes, et un peu, si tu veux, le centre modéré, qui doivent trouver absolument un candidat, parce qu'il en va de, si tu veux, la survie même du groupe parlementaire républicain à la Chambre des représentants d'une part, et il y va de la crédibilité de cette institution au regard des urgences qui minent actuellement les États-Unis, et en tête desquelles maintenant, il est clair dans le calendrier, on devra inscrire justement la situation au Moyen-Orient. Donc tout ça, c'est un peu dans cette atmosphère-là qu'aujourd'hui le conflit, ce nouveau déclenchement du conflit israélo-palestinien se met en place. Et puis derrière, bien entendu... Tu penses que ça va durer ? C'est difficile à dire, parce que cela va dépendre d'un certain nombre de facteurs. D'abord, qu'est-ce que ça va donner comme résultat d'un point de vue militaire pour les Israéliens ? Ils ne sont qu'au début de leur offensive. On ne sait pas encore avec exactitude si les 300 000 soldats qu'ils ont mobilisés, les 300 000 réservistes qu'ils ont mobilisés vont être déployés pour une attaque au sol. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une attaque au sol voudra aussi dire un risque de pertes humaines plus importantes. Et donc ça aussi, c'est un élément dont devra tenir compte Benjamin Netanyahou. Et surtout que derrière, une fois que ce conflit sera arrêté, il faudra bien que Benjamin Netanyahou vienne expliquer à ses compatriotes les raisons de ce... Et depuis qu'il est là, il n'y a jamais eu de stabilité, Benjamin Netanyahou. Mais il n'y a jamais... chaque fois qu'il est au pouvoir, c'est chaud dans le Proche-Orient. Mais oui, c'est malheureusement parce que, si tu veux, la politique israélienne s'est droitisée au fur et à mesure des années de Benjamin Netanyahou au pouvoir. À chaque fois qu'il s'est maintenu au pouvoir, il s'est appuyé sur la frange de plus en plus extrémiste de la droite israélienne. Et donc, malheureusement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à un point de tension tel
que, évidemment, les décisions politiques que Benjamin Netanyahu n'a cessé de prendre pour satisfaire cette frange la plus extrême de la droite fait qu'aujourd'hui, on est dans une phase où à la fois le dialogue avec les Palestiniens était totalement mort, et il faut aussi savoir qu'au sein des Palestiniens, ce sont les branches les plus radicales, telles que le Hamas et le djihad islamique, qui suscitent maintenant l'adhésion populaire des populations, l'adhésion populaire palestinienne, et ce sont eux en réalité maintenant qui dictent un peu le tempo politique du côté de la Palestine. Donc on a les deux franges les plus radicales qui s'opposent aujourd'hui, et cela aussi se fasse dans un contexte aussi de droitisation d'une frange de la politique américaine, notamment du côté des républicains. Donc ça, évidemment, ça ne laisse rien augurer de bon à moyen et à long terme dans la région. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.